Nous allons poursuivre ce webinaire avec quelques questions qui ont été adressées donc, à Monsieur Karakoc et à vous aussi, Monsieur Chollet. Je vous remets en évidence pour que vous puissiez répondre. Alors, la première question peut-être à poser à votre attention, Monsieur Karakoc. Une association à la lecture des éléments statistiques que vous nous avez donnés préalablement a cru comprendre que les médiations pénales ont diminué de 40% entre 2015 et 2019. Cette association aimerait savoir s'il y a une explication à cette diminution. Il faudrait regarder dans le détail, mais je vois deux premières explications assez naturellement. La première est sans doute la volonté de politique pénale de ne pas avoir recours aux médiations en matière de violence au sein du couple. Je crois que c'était une part importante des médiations qui pouvaient être prononcées au début des années 2010 et progressivement, le champ a été limité avant d'être interdit récemment. Le deuxième est peut-être l'exigence sans cesse renforcée tant par la loi que par les circulaires d'une demande d'adhésion évidemment de l'auteur, mais également de la victime. Assez intuitivement sont, à mon avis, les deux raisons qui peuvent expliquer cette baisse. Merci pour cet élément de réponse. Peut-être une seconde question. Confirmez-vous, alors cette fois-ci c'est une question sur les délégués du procureur de la République. Confirmez-vous que les DPR pourront être rémunérés pour leur permanence déferment de façon rétroactive une fois le décret modifiant la grille de leur rémunération publié? C'est une question assez délicate. En effet, le garde des Sceaux a obtenu l'accord et le financement de ce point. La question est celui de sa faisabilité juridique. Est-ce que la rétroactivité est possible? Le décret est actuellement à l'examen devant le Conseil d'État. Nous attendons la position du Conseil d'État sur ce point, mais nous avons soutenu évidemment la rétroactivité du règlement des mesures nouvelles, y compris des mesures anciennes d'ailleurs. La possibilité de majorer, d'appliquer le nouveau tarif plus intéressant pour les mesures déjà existantes. Sur ce point, je pense que le Conseil d'État nous dira que ça n'est vraiment pas possible juridiquement. Sur les mesures nouvelles, nous avons bon espoir d'une validation de sa part et donc d'une rétroactivité du paiement des mesures créées par le décret du 21 décembre 2020. D'accord. Très bien, merci. Une dernière question, peut-être avant d'en adresser une quand même à M. Chollet, puisqu'il y en a pour la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, c'est une observation et à la fois une question d'une association adhérente de la Fédération qui nous dit qu'il serait important, tant au regard des règles du RGPD, qu'au profit d'une évaluation uniforme et cohérente des actions menées, qu'un logiciel dédié au suivi des alternatives aux poursuites soit fourni aux structures assurant délégués du procureur ou médiateurs de la République. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? C'est une vraie demande de la part de votre fédération, c'est une vraie demande de la part de l'association des délégués du procureur et c'est une demande très très forte de la Conférence nationale des procureurs de la République. Nous essayons en effet de construire un tel outil de suivi qui était déjà relativement demandé avant l'impulsion de la justice de proximité et qui devient encore plus
sollicité avec cette nécessité de le suivre. Sans rentrer dans le détail, il y a eu des outils qui ont été construits localement qui, semble-t-il, fonctionnaient très bien. Mais la question de la généralisation de ces outils locaux s'est posée, mais se heurte à deux écueils majeurs. Premier écueil, le financement, puisque ceux qui les ont élaborés, et c'est bien légitime, souhaitent être rémunérés pour cela, et il est difficile d'aboutir à un accord sur le prix. Et deuxième point qui est sans doute plus dirimant, qui est celui de la fiabilité et de la sécurité de ces systèmes. Donc, ça aurait été la solution de facilité que de prendre un système construit localement qui a fait ses preuves, que certains utilisateurs connaissent, mais ça se heurte à ces deux difficultés, dont la difficulté majeure de la compatibilité avec le RGPD et de la sécurité du système d'information. Donc, je crains qu'il ne nous faille construire un outil nouveau, et ça prend beaucoup de temps. Le plan de charge du service numérique du ministère étant particulièrement déjà rempli, avec les évolutions liées à la justice de proximité, avec les évolutions que nous venons d'absorber du bloc-pen que vous connaissez via les ESR, et avec les évolutions en cours et qui sont importantes du Code de justice pénale des mineurs. Donc, il y a une volonté, il y a un besoin pour cet outil, il y a des réflexions en cours, mais je ne peux m'engager sur rien et sûrement pas sur un calendrier. Peut-être si je peux me permettre sur ce point très précis qui vient d'être évoqué, s'agissant de la justice pénale des mineurs, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a aujourd'hui un système d'information qui est en cours de refonte, le projet Parcours, qui sera ouvert demain au secteur associatif habilité, puisque que ce soit dans le secteur public ou que ce soit dans le secteur associatif, lorsqu'un mineur est pris en charge, en placement, en investigation, il doit pouvoir faire l'objet, à partir d'un même outil, d'un suivi de son parcours. Et donc, demain, ce n'est pas pour tout de suite, ce n'est pas pour 2021, mais plus vraisemblablement 2022 ou 2023, ce système d'information parcours sera ouvert au secteur associatif afin de pouvoir saisir les éléments de suivi du parcours du mineur. Alors, toutes les mesures alternatives n'ont pas nécessairement vocation, bien évidemment, à être saisies dans cet outil, mais à tout le moins, les réparations, les stages le sont déjà, qu'ils soient d'ailleurs portés par le secteur public ou le secteur associatif habilité. Et donc, nous avons vocation à élargir le champ de saisie dans cet outil, donc qui sera bien mis à disposition des associations. Très bien, merci Monsieur Chollet. Monsieur Chollet, une question à votre intention. Quel lien la DPJJ entrevoit entre les articles L122.8 et l'article L13.4 du CJPM qui renvoie aux dispositions de l'article 10.1 du CPP? Donc, le lien entre le module de réparation-médiation et la justice restaurative. Alors, si j'ai bien compris votre question, en tout cas la question qui est posée, le module réparation et médiation est un des modules de la mesure éducative judiciaire qui peut être prononcé à tout moment par le juge dans le cadre de la nouvelle procédure du CJPM, c'est-à-dire en fait entre la déclaration de culpabilité et jusqu'au jugement du mineur, donc dans ce délai de 9 mois plus 3. À tout moment, de toute façon, ces modules, ces mesures de réparation et de médiation peuvent être prononcées dans le cadre de ce suivi, et le contenu sera en fait quasiment le même entre celui qui peut être prononcé dans le cadre de la procédure et celui qui peut être prononcé dans le cadre des alternatives. Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à la question. Ça demanderait sans doute juridiquement une petite analyse qu'on pourra compléter, mais en tout cas, c'est la réponse qui me vient là sur le siège, si je puis dire. Très bien, merci Monsieur Chollet. J'ai une autre question à votre attention, cette fois-ci sur l'expérimentation de la médiation. Va-t-on pouvoir expérimenter la médiation telle que prévue dans le CJPM dès 2021 et peut-être même un peu avant l'entrée en vigueur du Code de justice pénale des mineurs? Alors, sur la médiation, un groupe de travail a été constitué en début d'année.
ce groupe de travail sur justement la définition des contours de la médiation vient d'achever à l'instant ces travaux. Nous en sommes donc à la présentation des conclusions de ces travaux. Vous dire si elle pourra être expérimentée avant la mise en œuvre du CJPN, je ne suis pas en capacité là de vous le dire, mais en tout état de cause, il est clair qu'on sera prêt pour la mise en œuvre de la réforme. Très bien, je vous remercie pour ces éléments de réponse. C'est vrai que nous avons d'autres questions à vous adresser, mais contraints par le temps. Comme je l'indiquais en début de webinaire, je vous adresserai, si vous le permettez, ces questions post-webinaire afin que chacun des participants trouve réponse à sa question. Messieurs les directeurs adjoints, je vous remercie pour vos interventions et pour les réponses que vous nous avez apportées.